Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vous est peut-être déjà arrivé. Le fait d'être stalké. Alors que ce soit en ligne ou en vrai, que ça dure plusieurs jours ou plusieurs années, ça peut littéralement détruire des vies. Rapprochez-vous. Et oui, malheureusement, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et encore plus depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Et ce qui fait donc que de nombreuses personnes ont partagé leur expérience. Et donc, ce sont des histoires qu'on a trouvées sur Reddit et auxquelles on a rajouté des voix off pour une meilleure immersion, comme d'hab. Donc, au programme aujourd'hui, on va voir un nouveau voisin assez creepy, une traumatisante rencontre au lycée et un date sur une appli de rencontre qui va virer au cauchemar pendant des mois. Alors, cette première histoire est racontée par Georgelina et remonte au début des années 2020. Bon, c'est assez récent, quoi, voilà, un peu... Bref, elle nous remet un petit peu le contexte. Et en fait, à l'époque, Georgelina vit dans un appartement dans la banlieue d'Atlanta. Donc voilà, bon, aux États-Unis. Et juste pour vous le dire, en fait, c'est une ville qui est quand même assez dangereuse et avec un taux de criminalité pas mal haut, quoi. Et c'est pour ça que, dans le doute, elle avait installé avec sa locataire Christina une petite caméra à la place du Judas. Mais bon, passons maintenant à l'histoire qui nous intéresse, parce que 3 mois avant que Georgelina partage son histoire, la famille qui habite dans l'appartement d'en face a déménagé. Et un nouveau mec fait son arrivée, un voisin donc, et il s'appelle David. Et lorsqu'il avait fini de s'installer pour de bon, après plusieurs jours, Georgelina et Christina sont allés toquer à sa porte pour lui offrir un petit panier de bienvenue, quoi, comme ça peut se faire parfois. Enfin, je l'ai jamais fait, mais ça se fait parfois en tout cas. Donc vous voyez, avec des petites pâtisseries, des bougies, mais aussi des friandises, et puis des sacs à crottes pour son chien. Très sympa quoi. Sauf que, manifestement, c'était la pire chose à faire. À partir de ce jour, David est devenu inquiétant. Au début, c'est assez innocent. Il vient à la porte chaque fois qu'il nous entend, moi ou ma colocataire, arriver ou partir pour discuter rapidement. Et il vient demander du sel, du sucre ou du papier toilette. Parfois, il nous demande si on peut garder son chien. Mais au cours des 2 dernières semaines, les choses se sont vraiment aggravées. Alors, 2 semaines avant que Georgelina nous partage son histoire, en fait sa coloc et elle sont sortis en ville pour faire la tournée des bars. Alors elle le précise, bon ça nous avancera pas trop, mais c'est proche du Truist Park. Bon, si vous suivez le baseball, ça va peut-être vous parler. Vous serez 3 quoi, manifestement je pense, mais voilà. Bref, les jeunes femmes rentrent chez elles vers 3h du matin. Mais elles trouvent David qui les attend, donc leur voisin, en haut des escaliers. Là il a l'air un peu contrarié. Alors, il leur demande où elles sont allées et il leur a surtout dit de prévenir les prochaines fois où elles avaient l'intention de rentrer après minuit. Bon, du coup, voilà, c'est un peu bizarre, hein, c'est pas leur père, mais c'est tout comme. Et justement, Georgelina ne s'attendait pas du tout à ça et du coup, par réflexe, elle trouve cette scène un peu trop décalée et elle explose de rire. Alors, David, il aime pas trop son rire et il finit par la traiter de Stacy sans cervelle. Je sais pas ce que ça veut dire et elle-même aujourd'hui, elle sait toujours pas. Mais il s'arrête pas là et il demande à Georgelina s'il peut avoir accès à la caméra qu'elle a sur la porte. Enfin, vous savez, du coup, sur le Judas. Pour, je cite, s'assurer que vous êtes en sécurité. Là, bien évidemment, les 2 colocs, lui rient encore plus au nez avant de rentrer chez elle pour aller dormir. Et paf, elle lui claque la porte au nez, qui sait ce con, quoi. Mais le plus effrayant arrive le lendemain matin, puisque Georgelina et Christina checkent leur caméra. Et là, surprise, David est resté sur le pas de la porte à fixer leur porte toute la nuit. Quand on a vu ça, on a directement contacté la copro pour les mettre au courant. Ils nous ont dit de contacter la police, ce qu'on a fait. Mais la police nous a dit qu'il fallait qu'on rappelle s'ils proféraient des menaces, parce qu'en gros, on nous explique que tant qu'il n'est pas entré dans notre appartement et qu'il ne nous a pas menacés, ils peuvent rien faire. Par contre, je pense que la copro a contacté David, parce qu'il nous a ensuite laissé tranquille pendant 5 jours. Mais ça n'était qu'une petite pause, avant que ça prenne vraiment des proportions plus graves. Parce que David a commencé alors à constamment s'asseoir devant la porte de l'appartement des filles. Ce qui fait que Christina, à un moment, elle s'est adaptée, elle s'est mise à partir 1 heure plus tôt pour aller au travail. Donc au lieu de partir par exemple à 8h, elle partait à 7h pour éviter de le croiser, quoi. Et quant à Georgelina, elle pouvait même plus quitter leur appart vu que il l'attendait à l'extérieur. Et en parallèle, David invite Georgelina à sortir, en mode un peu romantique. Il lui laisse même des lettres d'amour sur la porte, sur sa voiture ou même dans la boîte aux lettres. Hyper motivée, quoi. Alors bien sûr, elle lui a dit qu'elle n'était pas du tout intéressée et David, en réponse à ça, a commencé à la menacer de mettre fin à ses jours si elle ne sortait pas avec lui. Mais ça, précision, mais contrairement aux lettres d'amour, il lui a dit à l'oral, donc il n'y a pas de trace écrite. Donc comme il n'y a pas de trace écrite, la police ne fait rien. Pas suffisamment grave, quoi. Et comble de désespoir, il a installé le même type de caméra sur sa porte pour pouvoir suivre tous les mouvements des filles. Voilà, quand elles sortent, quand elles rentrent, tout le temps. Et puis il s'est mis aussi à leur laisser des petits mots qui parlaient de cul, de sexualité de manière vraiment très creepy.
Et donc ouais, c'est ici que se termine cette première partie de l'histoire de Giorgiolina, qui à ce moment s'est mise à la partager sur Reddit dans son post pour demander des conseils. Et bref, un petit peu de temps passe et après une mise à jour de son post et en panique complète, eh bien Giorgiolina demande à son frère de passer la nuit sur leur canapé pour qu'il y ait quelqu'un au cas où leur voisin David se mette à devenir encore plus fou, quoi. On a ensuite rassemblé toutes les preuves vidéo et les lettres pour les montrer à la personne qui gérait toute la copro. On voulait leur montrer à quel point la situation a dégénéré avec ce stalker. Je suis sûre que le propriétaire et la police pensent qu'on est des petites filles dramatiques ou un truc du genre, mais c'est sérieux. Je dis alors au proprio, soit il part, soit on rompt notre bail et on récupère l'intégralité de la caution. Beaucoup d'entre vous sur Reddit m'ont conseillé d'insister auprès de la police que ce serait plus efficace. Et là encore, il se passe plusieurs jours sans que Giorgiolina donne des nouvelles sur Reddit, avant de mettre une dernière fois son post à jour le 14 mars 2021 précisément. Et là, dans sa mise à jour, dans son nouveau post, elle précise que le propriétaire a enfin accepté de rencontrer les deux jeunes femmes. Mais malheureusement, les proprios n'ont pas mis autant de bonne volonté que Giorgiolina l'espérait. Et donc déjà, première mauvaise nouvelle, ils n'ont aucune intention d'expulser David. Et deuxième, Giorgiolina et Cristina doivent respecter le contrat de leur bail. Donc voilà, concrètement, si elle voulait se barrer du jour au lendemain, elle serait obligée de payer tout le reste en fait qui est dû, quoi. Pas du tout bénéfique. Et donc bon, pour essayer de trouver un compromis, eh bien elles ont demandé si c'était possible d'avoir un autre logement dans la même copropriété. Mais hélas, le seul truc dispo, c'est un appartement avec une seule chambre dans le sous-sol de l'immeuble. Pas fou, quoi. À partir de là, Giorgiolina a relancé la police qui, encore une fois, a dit que les petits mots et les lettres d'amour n'étaient pas suffisantes pour inculper quelqu'un de harcèlement, quoi. C'est pas assez. D'autant plus que, selon la police, le fait que ce soit le voisin, ça justifie d'autant plus qu'ils puissent les croiser beaucoup de fois, quoi. Mais bon, la police a quand même gardé les vidéos de surveillance et ils ont dit qu'ils recontacteraient les jeunes filles plus tard, une fois qu'ils auraient tout visionné. Mais bon, manifestement, ils les ont pas recontactées, ça n'a rien donné. Bref, à partir de là, Giorgiolina indique qu'en urgence, elle et sa coloc ont déménagé chez ses parents, en attendant que la situation, on va dire, aille un peu mieux. Mais bon, le problème, c'est que ça veut aussi dire qu'elle claque quand même $2000 par mois pour un endroit où elles ne peuvent même pas vivre, parce que la police ne fait rien, parce que les propriétaires s'en foutent. Et elle termine son histoire en disant qu'elle cherche un nouvel appartement. Mais bon, vous imaginez bien, c'est un vrai enfer, parce que si elle prenait un nouvel appart, elle devrait continuer à payer leur appart actuel jusqu'à la fin du contrat. Donc deux loyers en même temps, pas jouable, quoi. En tout cas, c'est pas une situation idéale, mais à défaut, au moins, comme elles sont chez ses parents, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est le plus important. Bref, si vous imaginez que cette expérience était assez chaude et traumatisante pour ces deux jeunes filles, imaginez quand c'est une fille encore plus petite. Alors, cette deuxième histoire est racontée par Relala. Alors, c'est son pseudo, du coup, on va l'appeler Rel, ça ferait un peu moins ridicule. Vous allez voir que son récit est quand même assez spécial, mais surtout glaçant. Bref, vous allez voir. Alors, quand elle raconte son truc sur Reddit, elle a 28 ans, mais le moment où ça s'est déroulé, eh bien, elle n'en avait que 13. Sauf que, même après tout ce temps, près de 15 ans plus tard, elle est toujours aussi traumatisée, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, elle explique qu'à l'époque, en fait, elle avait dû changer d'école par manque d'argent, puisque apparemment, elle faisait sa scolarité dans un établissement privé, donc où tu devais payer, et apparemment, il était trop cher, donc ses parents, ils ont dû partir sur un truc un peu plus bas de gamme, on va dire. Sauf qu'à son âge, quand tu changes d'école, un équivalent du collège là-bas, tu recommences tout à zéro, t'as plus d'amis, bref, c'est une galère. Bref, alors qu'elle reprend petit à petit ses marques, eh bien elle commence à remarquer un garçon qui s'appelle Victor. En fait, Victor, pour vous dire, il se met à fixer Relala pendant les cours tout le temps. Voilà, c'est son nouveau tableau, quoi. Mais le truc qui est bizarre, parce que vous vous dites, bon ok, ils sont voisins, c'est normal qu'il la regarde de temps en temps. Non, ils sont pas dans la même classe. Et en fait, il la regarde à travers les fenêtres. Donc les fenêtres qui donnent probablement sur l'extérieur. Ou sur le couloir, en fait, de l'établissement. Mais aussi, quand ils sont en train de déjeuner, même à une autre table, même loin, il la fixe. Et Rel nous le dit dans son témoignage, c'est tous les jours comme ça. Mais bon, on s'en fout, encore un fanboy et tout, bref, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle s'en soucie pas beaucoup. C'est quand même encore une enfant, elle a 13 ans, elle se prend pas trop la tête avec tout ça. Et elle le précise aussi, à l'époque, en fait, elle ressemble vraiment à une gamine. Elle fait même pas 13 ans, donc voilà, tu lui en donnerais moins. Les filles de ma classe ont commencé à dire que Victor avait le béguin pour moi, ce qui m'a fait froid dans le dos. Parce qu'il y a un détail important que je ne vous ai pas encore précisé, mais il a 18 ans. Je suis dans un état un peu bizarre entre la peur, le fait d'être effrayée, mais aussi le je m'en foutisme. Parce que tant qu'il ne m'aborde pas directement, ça me va. Mais bien évidemment, les choses se sont rapidement aggravées. Bref, Victor commence à suivre Rel tous les jours quand elle rentre chez elle. Mais bon, heureusement, quelques temps plus tard, elle déménage et le fait qu'il ne sache plus où elle habite, ça la rassure quand même un peu. Voilà, ça limite un peu le niveau de stalking. Mais bon, le plus ennuyant, c'est qu'il demande constamment aux amis de Rel de la convaincre de sortir avec lui. Mais il leur demande aussi si elle peut rester plus tard après l'école pour qu'ils puissent s'embrasser. Voilà, ce sont ces mots.
chelou. Bon, visiblement, il se trouve que ce Victor avait des arguments plutôt persuasifs car les amis de Rel lui disent à chaque fois qu'elle devrait sortir avec lui. Vraiment, sors avec lui. Et tout ça lors de discussions, entre guillemets, en fait, qui peuvent durer parfois des plombes, une demi-heure, où les amis de Rel, ses nouveaux amis donc, parce qu'elle n'en avait pas au début, lui sortent plein de raisons de pourquoi c'est important qu'elle sorte avec lui, quoi. Et pendant ce temps, Victor n'est jamais très très loin. Il observe la conversation un peu plus loin, comme un prédateur. Ça s'annonce bien. Alors évidemment, Rel, elle est pas du tout partante, et elle le rejette en boucle. Mais ce dernier est une sorte de définition de la persistance, puisqu'il commence à répandre des rumeurs qui disent qu'ils sont ensemble. Voilà, ce serait probablement un très bon commercial pour plus tard, mais là, ça va pas du tout. Mais heureusement pour elle, les rumeurs qu'il balance sur le fait qu'ils sont ensemble, personne n'y croit vraiment. Les autres voient bien que elle l'apprécie pas beaucoup, quoi. Et en même temps, tout le monde est assez d'accord pour se dire que Victor est un mec un peu bizarre, surtout qu'il a 18 ans, quoi. Mais on va dire que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque leur école a organisé une visite à un salon du livre. À ce moment-là, je m'étais fait quelques amis et je me sentais moins seule. Pour aller là-bas, on a tous pris le bus et j'étais assise avec une copine. Mais 3 sièges plus loin, Victor était comme en embuscade et je pouvais sentir ses yeux sur moi pendant tout le trajet. À un moment, il est comme sorti de nulle part et a demandé le téléphone portable de mon ami, qui le lui a donné, ce qui était un peu stupide de sa part. Puis il lui a rendu son portable à peine 2 minutes plus tard. Là, l'ami de Rel vérifie alors son portable et elle voit que Victor a pris un tas de photos de Rel, comme si c'était un moyen de dire qu'il faisait déjà ça depuis un moment, avec son téléphone à lui. Là, l'ami de Rel se met alors en colère et va directement lui parler. Mais le pire, c'est qu'à son retour, elle dit à Rel la chose la plus effrayante qu'elle ait jamais entendue. Il m'a dit que lorsque tu t'y attendrais le moins, il te pousserait dans les toilettes et te virerait. Aujourd'hui. Bien, imaginez à partir de ça, Rel rentre alors dans un état de panique complètement incontrôlable. Là, par réflexe, elle se retourne vers Victor qui, de son côté, lui adresse un sourire complètement effrayant à donner envie de s'enfuir. Bref, à partir de là, Rel passe le reste de la journée à se retourner, à regarder derrière elle, de peur qu'il soit juste à quelques pas d'elle. En tout cas, elle prend bien soin durant cette petite journée au salon du livre de ne jamais lâcher son professeur, qui de son côté ne comprend pas très bien pourquoi elle ne veut pas se balader à droite à gauche et vivre sa vie en fait d'adolescente, quoi. Et là, vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi elle dit rien au prof au final? Alors ça, hélas, elle ne le précise pas dans son témoignage. Peut-être qu'elle avait peur de pas être prise au sérieux ou d'être faible ou je ne sais quoi. Voilà, c'est possible. De la même façon que quand il nous arrive des choses graves, parfois on n'en parle pas à ses parents non plus. Bon, en tout cas, notre jeune fille a passé toute sa journée en état d'alerte et complètement collée au prof. Mais heureusement, il ne s'est rien passé. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré dans ma chambre comme un bébé. C'était la fin de l'année et heureusement, j'ai changé d'école. J'ai raconté ça à ma mère l'année dernière et elle m'a dit « Oui, ça arrive. Ça m'est arrivé aussi quand j'avais ton âge. » J'ai été super choquée de voir que c'était une chose si courante. Mais j'ai envie de dire, le plus terrifiant dans cette histoire, ça reste à venir. Puisque maintenant, Rel a 28 ans, mais il lui arrive encore de croiser Victor dans la rue. En fait, près de 15 ans après les faits. Et encore aujourd'hui, Victor la suit souvent. Et donc, elle, pour essayer de le semer, elle se met à tourner en rond. Mais hélas, parfois, elle le voit attendre à l'extérieur des magasins ou des restaurants. Pour elle, évidemment. En tout cas, elle songe encore à ce qui serait arrivé au salon du livre si elle n'avait pas eu son prof à ses côtés toute la journée. Et puis, évidemment, il y a cette pensée qui la hante en fait, c'est est-ce qu'un jour, Victor va vraiment passer à l'acte? On ne sait pas. Et pour la dernière histoire, ce qui au départ ressemblait à un petit date sympa va dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grave. Alors cette histoire-là est racontée par Ayumi, c'est son pseudo, qu'on appellera ici Fiora. Et donc Fiora nous remet un petit peu le contexte, direction la fin de l'été 2019. Là, elle avait besoin de se distraire pendant ses révisions, et en fait, comme beaucoup de célibataires qui s'ennuient, elle se rabat sur Tinder. Alors à partir de là, elle cherche rien de sérieux, mais elle aime bien parler aux gens, aux mecs. Voilà, ça semble être donc le bon endroit pour papoter. Et un jour, elle tombe sur un mec qu'elle appelle Ted, et qui est dans la même université qu'elle. Alors Fiora le dit dans son témoignage, dans son post, mais manifestement, ce Ted était très très beau sur ses photos. Il rendait très bien. Et donc, elle discute avec lui pendant quelques jours, et au terme de ça, elle se dit que finalement, ce mec a l'air tout à fait sympa, safe, c'est pas un criminel sans doute, et elle lui donne son numéro pour discuter en privé, quoi. Mais vous allez voir à quel point ça va être ironique. Donc voilà, il continue de papoter quelques jours par SMS et à un moment, il lui demande s'il peut l'appeler pour continuer de faire connaissance. Et du coup, on a parlé au téléphone pendant 2 semaines. Il commence à m'appeler à n'importe quelle heure de la journée et quasiment tous les soirs. Mais à ce moment-là, j'y prête pas trop attention. Pendant nos appels, il parle surtout de lui. Mais ça me dérange pas parce que j'aime pas trop causer de moi. Il faut savoir qu'il me faut du temps avant de faire confiance à quelqu'un. Mais bon, comme dit, je m'ennuyais et je me sentais un peu seule. J'étais célibataire depuis un certain temps, alors recevoir de l'attention, c'était plutôt agréable.
Alors bon, au bout de quelques semaines, Ted demande à Fiora s'il veut qu'il se voit en vrai. Et ce à quoi elle répond positivement, vu que là, ouf, c'est bon, elle peut souffler, elle a enfin fini ses examens. Là, ils se donnent tous les deux rendez-vous au centre-ville, et quand Fiora le voit en vrai, eh bien, c'est le choc. Parce que, petit problème, c'est qu'il ressemble pas du tout à ses photos. Alors, c'est bien lui, voilà, elle reconnaît quand même les traits, vaguement on va dire, mais manifestement, ces photos ont dû être faites avec un sacré angle et pas mal retouchées. Bon, autant vous le dire, Fiora est quand même vachement déçue, mais bon, elle est pas non plus du genre à bloquer sur l'apparence et il doit sans doute être totalement sympathique. Donc elle continue à rester durant le petit rendez-vous. Mais bon, hélas pour elle, ça ne va pas aller en s'améliorant. Ted lui pose des questions plutôt insistantes. Il lui dit T'es timide? Pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Et le truc, c'est qu'en fait, il lui dit ça à chaque fois qu'elle prend sa bière, sur la table ou qu'elle allume une clope par exemple, donc les moments où elle a besoin de regarder peut-être là où elle met les mains. Bon, malgré tout, la soirée continue quand même, tout comme les bières que Fiora s'enfile, avant de passer au mojito ou encore à la vodka. Manifestement, si elle buvait autant, elle devait pas se sentir complètement en insécurité. Et si bien que, finalement, les deux passent la nuit ensemble, chez elle. Là, le lendemain matin, Fiora conduit Ted à la gare et retourne chez elle pour faire une sieste. Là, le temps passe, elle se réveille en fin de journée et elle voit que Ted l'a appelé pour qu'il se revoie. Elle est très emballée, très hâte de la revoir, quoi. Sauf que Fiora, elle a pas vraiment envie. Et la seule raison pour laquelle elle l'a amené chez elle, c'était parce que elle avait trop bu et donc, voilà, ça a un peu tendance à distordre la réalité logique. Mais bon, dans sa tête, l'idée de le rejeter, ça l'a fait un peu culpabiliser. Alors bon, vas-y, allez, ok, elle accepte de le revoir. Du coup, le lendemain, il est revenu chez moi et là, les choses sont devenues carrément bizarres. Déjà, j'ai commencé à me sentir extrêmement nerveuse et j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, j'ai décidé de mettre les choses au clair. Je lui ai dit que je cherchais pas du tout une relation sérieuse, ce qui était en fait un mensonge. Je me suis excusée et j'ai proposé de le ramener chez lui. Mais pendant tout le trajet en voiture, il était très en colère et personne n'a dit le moindre mot. Quand on est arrivé, il est sorti et il a claqué la porte. Alors bon, Fiora en est consciente, elle a fait quand même plusieurs erreurs. Déjà, le fait d'accepter ce deuxième rendez-vous, alors qu'elle n'en avait pas trop envie, mais aussi le fait de ne pas avoir été sincère plus tôt avec lui, en lui disant que de toute façon, elle voulait pas de relation et manifestement de le revoir aussi. Mais bon, elle s'est quand même sentie coupable, again, et le lendemain, là, elle l'appelle pour s'excuser une nouvelle fois. Voilà, petit problème de confiance en soi peut-être. Là, Ted, il a l'air un peu distant et lui dit qu'il n'y a pas de souci, que c'est réglé, et il raccroche. Là, Fiora, elle se fait putain, c'est enfin débarrassé, nickel, elle est soulagée. Sauf que, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Alors bon, quelques jours plus tard, là, il est temps de retourner à l'université pour Fiora. Et là, ce matin-là, en se réveillant, Fiora voit un énorme pavé par message de la part de Ted, qui lui dit que, en fait, leur précédente discussion l'a vraiment impacté. Bon, elle est un peu pressée, elle a à peine le temps de lire le message, que déjà, Ted, hop, il est en train de l'appeler. Là, il est encore 7h du matin, elle vient à peine d'émerger de son sommeil, donc bon... Elle décroche. Pour vous dire, tellement elle était à l'ouest, en fait, elle se souvient même pas de ce qu'il lui a raconté par téléphone. Mais bon, au moins la seule chose dont elle se souvient lors de leur petite conversation par téléphone, c'est de lui avoir bien dit « Écoute, Ted, c'est mort, on se revoit pas ». Bref, le temps passe et les semaines suivantes, les choses deviennent extrêmement bizarres. Parce que là, Ted se met à suivre Fiora partout dans le campus, en vrai. Alors parfois, il se cache près d'elle pour espionner ses conversations. Mais en plus de ça, pour avoir une belle combinaison, il lui envoie des SMS toute la journée. Et si jamais je réponds pas, il m'appelle plus d'une dizaine de fois par jour. C'est vraiment un comportement effrayant et je me suis dit qu'il était peut-être blessé et qu'il essayait de s'en sortir. Enfin bref, autre précision que je dois vous dire, Ted est toujours avec un autre type, Elliot. Quand je suis à la bibliothèque, ils sont toujours là, à deux, à quelques tables de moi. Ted me fixe tout le temps, pendant que j'étudie, et quand je sors faire une pause, il me suit. C'est arrivé au point où mes amis m'envoient des SMS en continu pour me dire qu'il est derrière moi. Alors bon, Fiora a bien essayé de l'éviter, vous imaginez bien, mais apparemment ça ne sert à rien. Et à plusieurs reprises, elle lui dit quand même que ça la met mal à l'aise, mais bon, il s'en tape. Et ce qui fait que petit à petit, Fiora se met à devenir un peu folle. Là, 2 semaines plus tard, Fiora est invitée à une petite fête dans laquelle elle se rend, où elle va d'ailleurs rencontrer son petit ami actuel, dont elle tombe amoureuse très rapidement. Et là, comme une sorte de déclic, elle se dit à ce moment-là que, ok, c'en est trop, elle doit plus accepter le comportement de Ted, c'est trop creepy, ça va pas du tout. Et là, elle redit une énième et elle espère une dernière fois à Ted qu'il faut qu'il arrête de la suivre. À partir de là, elle le bloque partout, par message, machin, en pensant que cette fois-ci, c'était la fin, la vraie fin. Sauf que, manifestement, ça ne suffit pas et Ted continue malgré tout de la suivre encore sur le campus, pendant des semaines et des semaines. Mais à partir d'un moment, il n'est plus avec Elliot, son acolyte. Il se met donc à la suivre tout seul.
Et là, un beau jour, l'ex-acolyte de Ted, Elliot, s'assoit en face de Fiora à la bibliothèque. Et là, Ted, qui n'est pas loin, leur lance un regard assez noir. Et là, Elliot dit alors quelque chose à Fiora au moment où Ted va faire un petit tour. Écoute, faut vraiment que je te parle. Je pense que t'es en danger. Je suis désolé, je sais que c'est bizarre parce qu'on se connaît pas, mais je suis inquiet pour toi. En fait, pour nous deux. Alors là, Fiora, elle entend ça, elle est abasourdie, elle sait même pas quoi répondre. Et là, toute tremblotante, elle accepte de l'écouter, mais ils doivent attendre que Ted finisse par partir. Vers 18h, Ted est enfin parti. À ce moment-là, on a attendu 1 heure de plus pour être sûr qu'il n'avait pas traîné dans les parages. Et à 19h, on est alors allé à la cafétéria et Elliot m'a raconté des choses qui me font encore frissonner. Il m'a expliqué que Ted avait des discours vraiment horribles sur les femmes et sur la façon dont il aimait les contrôler. Il m'a aussi expliqué que quelques semaines auparavant, il avait eu des soupçons sur le comportement de Ted concernant les cours à l'université. Il suivait des cours au hasard et venait parfois au cours d'Elliot sans vraiment les suivre. Mais surtout, il n'avait pas accès au site de l'université. Là, Elliot s'est donc rendu compte que Ted n'avait pas d'adresse électronique à l'université. Il n'avait pas d'adresse mail qui est associée à la fac, quoi. Alors que normalement, n'importe quel étudiant doit l'avoir. Il check alors dans l'administration de l'université et ça confirme vraiment ce qu'il pensait. En fait, Ted n'était pas étudiant et il ne l'a jamais été. Et là, Fiora, au bord des larmes, n'est pas encore au bout de ses surprises. Car, Elliot lui avoue que Ted lui avait dit qu'il avait prévu de la violer. Il a même insisté sur le fait qu'il savait où Fiora habitait et qu'il pourrait venir n'importe quand pour la surprendre. Qu'il savait d'ailleurs où elle garait sa voiture, donc il pourrait l'attendre là, dans le noir. Alors évidemment, Fiora avait déjà compris que Ted était un mec vraiment bizarre et mauvais, mais vraiment pas à ce point-là. Et pour vous dire, à partir de ce moment, la fin du semestre approche, mais il reste encore quelques semaines de cours. Et à partir de là, Elliot et Fiora décident de prendre les choses en main, car ils en ont marre de cette pression constante. Et donc, ils contactent la sécurité de l'université. Et finalement, la sécurité a réussi à choper Ted à la bibliothèque et là, ils lui ont fait comprendre de ne plus jamais revenir. En parallèle, Fiora est aussi allée voir la police et là, elle a déposé une main courante. Alors, pour vous dire, l'officier qui a pris sa déposition était assez inquiet et là, Fiora lui a demandé ce qui se passait et là, s'il n'a pas pu lui répondre, mais simplement, il lui a dit que si elle croisait Ted en dehors du campus, elle devait appeler la police tout de suite. Plutôt rassurant, clairement. Quelques jours plus tard, je reçois un message vocal d'Elliot qui est complètement bouleversé. Il me dit qu'il sait des choses et qu'il n'est pas vraiment censé les savoir. En gros, il a appris que Ted était atteint d'une maladie mentale et qu'il est régulièrement arrêté et enfermé dans les hôpitaux psychiatriques. Il est toxicomane, alcoolique et il a des tendances violentes, en plus d'avoir déjà été accusé de tentative de viol. Mais Elliot apprend également à Fiora que Ted vit d'une assurance d'invalidité, ce qui explique pourquoi il a autant de temps libre pour venir à l'université et la pister tous les jours, Là, évidemment, Fiora ne se doutait pas une seule seconde qu'une chose comme ça pouvait lui arriver. Bref, un peu plus tard, elle contacte l'une de ses connaissances qui travaille dans la police. Et même s'il lui était interdit de le faire, sa connaissance lui a tout confirmé, dans le doute, vraiment. Ce qui a évidemment donné la gerbe à Fiora. Mais à partir de là, petit à petit, les choses se sont calmées. Alors Ted venait toujours sur le campus, mais à partir de là, il ne la suivait plus. Alors du coup, pourquoi il venait, sachant qu'il n'était pas étudiant, ça, Fiora ne sait pas pourquoi. Là, la fin du semestre est arrivée et à partir de là, Fiora n'a plus mis les pieds au campus pendant des semaines entières. Mais quelques temps plus tard, au début du semestre du printemps, quand elle est revenue, Ted était toujours là. Alors, il n'était pas en train de la suivre, mais plutôt en train de l'observer de près, ce qui a replongé Fiora dans un état de panique complet. Et là, c'est alors que le Covid a fait son apparition. Ça a forcé alors évidemment, même aux États-Unis, à ce que tout le monde suive les cours à la maison. Et heureusement pour Fiora, à partir de là, elle n'a plus jamais revu Ted. Bref, voilà pour ces 3 histoires, j'espère que ça vous a plu, vous aurez remarqué que c'était 3 filles, parce que, évidemment, elles sont quand même beaucoup plus sujettes à ça que les hommes, même si c'est pas impossible. J'avoue que c'était pas simple de trouver des histoires où des hommes étaient concernés quand même. Bref, si vous avez vécu des trucs un peu flippants aussi, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, ça peut servir de catharsis, et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne nuit.